Bonsoir Jean-François Mbaye. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc député de La République En Marche. Concrètement, face à cette situation, que demandez-vous au Premier ministre ? Écoutez, moi je demande déjà que l'on sorte le bateau l'Aquarius de cette situation. Voilà. On est aujourd'hui confronté à un bateau qui ne peut plus aller dans les eaux, qui ne peut plus donc effectuer sa mission humanitaire, qui est à Marseille, qui est accosté là à Marseille. Et pendant qu'on se parle, pendant que je vous parle, si ça se trouve, il avait une mission urgente à opérer, à réaliser en mer Méditerranée de sauvetage. Est-ce que ça veut dire que vous demandez au Premier ministre d'accorder un pavillon à ce navire pour qu'il puisse reprendre sa mission? Est-ce que vous allez jusque-là? Que la France lui accorde son pavillon, lui accorde un pavillon, c'est une des pistes qui peut être envisagée. Moi, ce que je demande, c'est d'abord qu'on clarifie sa situation. Est-ce que oui ou non, on peut permettre à ce que ce bateau reparte en mer et effectue sa mission humanitaire? Je crois que dans le reportage que l'on a vu tout à l'heure, il y a un instant, la question d'humanité est ressortie. C'est l'honneur de la France que de prendre sa part d'humanité en clarifiant la situation de ce bateau qui est tourné vers le sauvetage en mer. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement en matière migratoire manque d'humanité, selon vous? Non, je ne dirais pas qu'elle manque d'humanité, entendons-nous. À ce niveau-là, il faut distinguer la politique migratoire, en tout cas l'accueil de ces réfugiés chez nous, ici sur notre territoire, et distinguer la situation d'un bateau avec des ONG humanitaires qui ont une mission qui est tout aussi noble que d'aller sauver ces personnes-là qui sont en détresse dans la mer Méditerranée. Encore, il faut rappeler qu'aujourd'hui dans la mer Méditerranée, et vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a dit aussi, on l'a vu dans les reportages, c'est le seul bateau qui existe encore dans cette zone-là. Et donc comment on fait? Est-ce qu'on ferme les yeux? Est-ce qu'on attend qu'il y ait d'autres épisodes de l'Aquarius et qu'on se remette à trouver une solution collective européenne? Ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit, il y a un problème, c'est le pavillon actuellement de ce bateau, et ensuite il y a la question de l'accueil de ces migrants-là, ou en tout cas de la répartition sur l'ensemble des pays européens. Pour moi, il y a deux situations différentes. Permettre à ce bateau de repartir en mer, effectuer sa mission, c'est primordial. Si ça doit passer par un bateau battant pavillon français, qu'on le fasse. Est-ce que vous avez hésité à lancer cet appel au Premier ministre? Parce que cet appel, vous le lancez avec votre collègue Ena Curic, et on se rappelle qu'elle avait voté contre la loi Asile-Immigration et qu'elle avait failli être exclue du groupe de la majorité. Est-ce que vous craignez les représailles après cet appel? Est-ce que vous craignez que ça jette un trouble? Non, écoutez, moi je ne crains aucune représaille. Ce qu'on a porté avec Ena Curic dans cette lettre et dans cette question que l'on a posée au Premier ministre, elle est très claire. C'est aujourd'hui quelles sont les intentions de la France à travers, concernant ce bateau-là. Qu'est-ce que la France veut faire? Mais ça peut laisser supposer que pour l'instant la France ne fait pas assez, ne s'engage pas assez vis-à-vis de ce bateau. Aujourd'hui on a un bateau qui est à Marseille, qui ne peut plus aller, qui est considéré comme un bateau pirate. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le laisse encore? Et est-ce qu'on réfléchit encore, on tergiverse encore à trouver une solution européenne? Ou est-ce qu'on règle déjà sa question du pavillon? Pour moi, c'est primordial, parce qu'il a une mission, et cette mission-là, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, moi je ne m'inscris absolument pas dans la ligne de celles et ceux qui pensent que c'est un bateau qui organise le passage clandestin de certaines personnes. Absolument pas. On l'a bien compris. Vous lancez donc cet appel au Premier ministre qui est chargé actuellement du remaniement. Est-ce que vous espérez que ce remaniement change un peu les équilibres au sein du gouvernement, et notamment sur ces questions-là? Non, le remaniement, la question du remaniement n'a rien à voir avec cette question et ce positionnement qu'Aina et moi avons eu sur cette thématique-là. Bien entendu, et ça me permet de parler du remaniement, il ne m'appartient pas ici, moi, député de la République, à vous expliquer les tenants et les aboutissants du remaniement. Mais un remaniement, c'est aussi des nouveaux équilibres, des rééquilibrages. Vous en attendez quoi? C'est de l'initiative du président de la République et du Premier ministre de trouver les équilibres nécessaires sur certaines des positions que peuvent avoir les élus, la majorité, etc. Enfin,
il appartient vraiment au président et au Premier ministre de s'intéresser à la question du remaniement. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, actuellement avec Aïna, c'est ce problème de l'accord russe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce ne sera pas le dernier sauvetage en mer que fera ce bateau. En tout cas, je l'espère. Il y en aura d'autres. Et donc, comment on fait? Est-ce qu'on continue à fermer les yeux et à se dire, à renvoyer la balle, ou est-ce qu'on prend le problème à bras-le-corps, on s'intéresse à la question du pavillon, et ensuite viendra la question de la politique migratoire et de l'accueil de ces gens-là. Le message est passé, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Bonsoir Anita Hauser. Avec vous, on va parler du remaniement. D'abord, très généralement, je ne sais rien. En règle générale, mais comment ça se passe dans les coulisses? Qu'est-ce qui se passe là au sommet de l'État, à l'Élysée, à Matignon? On est au téléphone, on examine, on regarde les cursus des uns et des autres, on prend des contacts, et puis on réfléchit et on parle et on pense beaucoup équilibre politique. Et dans ce remaniement, je crois qu'il va y avoir un rééquilibrage en faveur du centre, plus qu'en faveur de la gauche, parce qu'il y a un fait qui n'est pas passé inaperçu, c'est qu'au moment de l'élection du président de l'Assemblée nationale, le président du groupe Modem a réuni pratiquement, non plus du double de voix que compte son groupe. C'est-à-dire qu'il a eu à peu près 85 ou 86 voix, alors qu'il y a 41 députés Modem. Ce qui veut dire que des députés de La République En Marche, vraisemblablement, et les députés du groupe Agir, sans doute, ont voté pour lui et ils n'ont pas porté leur suffrage sur Richard Ferrand, qui est passé au premier tour, mais qui était le candidat de La République En Marche et de l'Élysée et de Matignon, enfin de la majorité. Est-ce que ça veut dire que Marc Fesneau, par exemple, pourrait intégrer le gouvernement? Il en est question, il ne m'a pas fait de confidence, encore une fois, mais je crois qu'il y a une forte pression de la part de François Bayrou, qui lui ne veut pas revenir au gouvernement, pour que le Modem soit plus visible. Actuellement, il y a 2 ministres Modem. Je vous rappelle qu'ils étaient 3 ou 4, il y avait François Bayrou, il y avait Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, qui sont partis un peu précipitamment à l'été 2017, à la suite de l'affaire des assistants parlementaires. Enfin, ils ont démissionné, donc ça avait commencé, il a fallu les remplacer quand même pour qu'il y ait un minimum d'équilibre gouvernemental. Et donc on a appelé Jacqueline Gourault, qui est une sénatrice assez connue, et Geneviève Darrieussecq, qui n'a pas la même notoriété. Aujourd'hui, ces 2 ministres n'ont pas une grande visibilité, si je puis dire, dans le gouvernement. Le gouvernement actuel, oui. Et donc, ça pose un problème, parce qu'il y a un problème gouvernemental général, et il y a ce problème du Modem. Alors, comment ça se passe? Eh bien voilà, on se téléphone. Alors les tractations se poursuivent. Édouard Philippe, lui, avec sa double casquette de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur, enchaîne les déplacements de terrain. L'occasion pour lui de tenter de s'imposer, en tout cas d'apparaître comme le capitaine dans la tempête. Elisa Trana avec Aymeric Barraud. Il est aux commandes et le fait savoir. Omniprésent sur le terrain, 5 déplacements en 4 jours. Édouard Philippe se démultiplie ce matin dans un centre de santé, hier aux côtés des forces de l'ordre. Concentré, mais pas un mot sur le futur gouvernement. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le remaniement est imminent? Merci beaucoup. C'est pour quand le remaniement? Depuis mercredi, le locataire de Matignon, que l'on disait effacé derrière le président, assume pleinement sa double casquette de Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Face aux députés de l'opposition dénonçant une crise politique, Édouard Philippe chasse les doutes. Le président de la République, il a fixé un cap. Ce cap, il est tenu et il sera tenu fermement. A rassurer et réaffirmer son autorité. Après une passation de pouvoir glaciale avec Gérard Collomb, Édouard Philippe ne se gêne pas pour tacler le désormais ex-ministre de l'Intérieur, perçu comme un déserteur. Je ne crois pas aux magiciens. Je ne crois pas que des déclarations avec des coups de menton suffisent à régler les problèmes durablement. Je crois au contraire au travail sérieux, continu, dans le temps, dans la concentration et dans la cohérence. Concentration, cohérence, Édouard Philippe impose son style sans se prendre au sérieux. Vous avez remplacé le ministre des Armées. Oui, non, pas des armées. Déjà, j'ai l'intérieur, si vous mettez avec les armées, je ne vais pas m'en sortir. La majorité l'assure, en pleine tempête, le navire gouvernemental est toujours bien tenu. Édouard Philippe, c'est un bon capitaine.
C'est vrai qu'on a pas mal de perturbations aujourd'hui. Il montre dans son style depuis le début qu'il est Premier ministre que c'est un homme d'État, calme, serein, fort, qui arrive à aller au bout de ses convictions. Et je crois qu'il rassure avec une impression de grande stabilité. Une nouvelle stature qui pourrait lui permettre de peser dans la composition du futur gouvernement. Lors du départ de Nicolas Hulot et de Laura Flessel, Édouard Philippe plaidait déjà pour un large remaniement, mais le président avait préféré remplacer les 2 ministres poste pour poste. Tiens, on l'a entendu, Édouard Philippe plaide pour un remaniement plus large. Est-ce que dans le contexte actuel, c'est l'option la plus judicieuse ? C'est la plus logique en tout cas, parce que on a bien vu que remplacer les départs individuellement, ça ne marche pas, ça manque d'homogénéité. Donc il faut redonner un souffle à ce gouvernement, enfin, qui est déjà essoufflé au bout de 18 mois, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est surprenant parce que on a même entendu parler de fin de règne cette semaine, d'ambiance de fin de règne plutôt. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc Édouard Philippe a su saisir la balle au bon, le bon moment pour s'imposer et marquer sa personnalité. Notamment au moment où on a appris la démission, la vraie démission, il y a eu la fausse démission de Gérard Collomb, puis la vraie, là il s'est levé, donc il l'ignorait, et il a eu l'intelligence que je trouve formidable de rappeler quelles sont ses prérogatives, c'est-à-dire de proposer au président la formation, enfin le remplacement de Gérard Collomb, et Emmanuel Macron n'a eu d'autres solutions que de dire j'attends les propositions du Premier ministre. Donc maintenant, c'est une négociation à eux deux, mais c'est aussi une négociation avec les personnalités qui pourraient entrer ou remplacer ou changer de poste. Enfin, ouais. Alors on va regarder. Ce qui me frappe quand même, c'est le vivier n'est pas très rempli. Il n'y a pas beaucoup de problème de ressources humaines au sein de la République en marche. On va juste regarder les profils, les noms qui circulent pour remplacer Gérard Collomb. D'abord, il y a François Molins, c'est l'actuel procureur de la République de Paris, un magistrat, donc Mireille Balestradi, qui est directrice centrale de la PJ, ancienne patronne d'un Interpol, profil également d'expert. Et puis il y a ce profil politique qui est Christophe Castaner, un proche, un fidèle, qui pourrait être intéressant, notamment pour gérer le redécoupage électoral. Jean-François Mbaye, est-ce que l'option Jean-Yves Le Drian, est-ce qu'elle est complètement enterrée ? Est-ce que vous avez des informations de votre côté ? Je ne suis pas dans les petits secrets de Matignon et de l'Élysée. Bon, c'est un nom qui a pu circuler. Jean-Yves Le Drian est un excellent ministre, un très bon ministre des Affaires étrangères. Il connaît très bien ces sujets-là, à la fois des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, à la fois intérieure et extérieure. Donc, encore une fois, je vous dis, il reviendra au président de la République et au Premier ministre de voir quelle est l'opportunité ou pas de faire entrer ou Jean-Yves Le Drian, ou Christophe Castaner, ou tous les autres noms que vous avez mentionnés, dans cette espèce d'équilibre qu'il faut retrouver très rapidement. Parce que Le Drian, il a dit moi je suis pas intéressé, mais Anita Hauser, ce que vous semblez dire, c'est que l'option n'est pas forcément enterrée, hein, l'option. Elle n'est pas enterrée parce qu'encore une fois, il n'y a pas beaucoup de poids lourds au sein de la Macronie qui pourraient remplir cette fonction. L'intérieur, c'est un poste très très compliqué. Il faut de l'expérience, il faut être proche du président, bien s'entendre avec le Premier ministre également, et surtout ne pas déplaire, ou plutôt plaire aux policiers, et ne pas trop déplaire aux magistrats. Alors si le ministre de l'Intérieur est un magistrat, ça aurait beaucoup déplu aux policiers. Si c'est un policier, ça ne plaira pas à tous les syndicats, et donc c'est très très compliqué. Je pense qu'il faut plutôt une personnalité politique. Parmi les maillons faibles qui pourraient éventuellement quitter ce gouvernement, on parle de Françoise Nyssen à la culture, de Jacques Mézard au territoire, Stéphane Travert à l'agriculture. Ce sont des ministères à redynamiser, Jean-François Mbaye ? Ce sont de très beaux ministères déjà. Le ministère de la Culture, de la Cohésion des Territoires et de l'Agriculture qui portent des thématiques très importantes. Et on a pu le voir notamment avec Stéphane Travert qui a porté la loi Egalim. On a pu le voir avec Jacques Mézard sur la loi logement. Redynamiser, tout à l'heure on parlait d'un petit essoufflement, qu'il fallait redonner un petit peu un nouveau souffle.
Pour ma part, j'ai pas énormément eu la possibilité ou la chance de travailler en direct avec ces ministres. Je les ai vus à l'œuvre. Leur bilan est ce qu'il est. Maintenant, c'est toujours très compliqué de pointer du doigt tel ou tel ministre ou tel ministère. Non, enfin, pour parler franchement, Anita Françoise Oser Nyssen a des problèmes. Bon, déjà, elle a un problème de conflit d'intérêts à cause du livre, puisqu'elle est patronne d'une maison d'édition. Il y a eu ces questions immobilières où elle a apparemment oublié un peu la réglementation. Donc, elle est fragilisée. En revanche, Stéphane Travert, il n'a pas eu de problème dans ses fonctions. Bon, il a été attaqué par les écologistes à cause du glyphosate, mais son successeur le sera tout autant. Et c'est un ministre qui est plutôt proche de la ruralité. Jacques Mézard, il était un peu, je dirais pas très visible, mais lui non plus, on ne lui connaît pas de bourde particulière. Donc, ce serait plutôt, il serait poussé dehors pour faire de la place. C'est un peu ça. Non, moi, sur le cas de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, évidemment que ça n'aura échappé à personne, qu'elle a quelques difficultés. À elle de les clarifier et au gouvernement, en tout cas au Premier ministre, d'en tirer les conclusions. C'est pas à nous, enfin, il ne m'appartient pas à moi de dire aujourd'hui qu'il faut que Françoise Nyssen parte parce qu'elle a des difficultés. C'est Édouard Philippe qui l'a nommé, c'est Emmanuel Macron, le président de la République, et Édouard Philippe qui ont constitué ce gouvernement-là. Ils connaissent les difficultés que peut traverser Françoise Nyssen. À eux d'en tirer les conclusions. Merci beaucoup Jean-François Hennebaye, merci Anita Oser, et on aura la réponse à toutes ces questions en début de semaine prochaine. On devrait. C'est ça. On devrait. On nous a soumis un gouvernement pour le Conseil des ministres, c'est mercredi. Voilà, merci beaucoup à tous les deux.